Sommes-nous tous fous ou bien sommes-nous tous en train de devenir fous? Alors je voudrais parler là du concept de santé mentale, aller très vite à ma conclusion en vous expliquant pourquoi je propose cette explication des choses. Alors le concept de santé mentale, c'est un concept qui a complètement été construit par l'ingénierie sociale. C'est-à-dire que c'est une manipulation par les mots, c'est en fait une tromperie, et par santé mentale, entendez maladie mentale. Alors justement, le fait de mettre le mot de santé dans cette expression et dans ce concept nous fait croire qu'il s'agit de quelque chose de bienveillant, qu'on fait attention à la santé des personnes. C'est d'ailleurs aussi la définition de la santé de l'OMS qui était non seulement l'absence de toute maladie, mais aussi la pleine santé physique, mentale, émotionnelle. C'est ça la définition de la santé. Donc il est normal que lorsqu'on a ce mot de santé dans cette expression santé mentale, on pense qu'il s'agit de quelque chose qui va dans le sens du développement de l'être humain et que c'est donc un progrès. Or, dans l'ingénierie sociale, les mots sont tordus et le sens est inversé. Donc, comme je le disais, par santé mentale, comprenez maladie mentale. Alors, le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on entend par maladie mentale? Puisque, comme je l'ai dit, on parle de santé, mais en fait, on s'intéresse aux maladies. Eh bien, justement, ces maladies, comment est-ce qu'elles sont diagnostiquées? Alors, si vous ne connaissez pas forcément, tout le monde ne connaît pas le monde psychiatrique ou le monde médical, on va penser que c'est grâce au diagnostic d'un médecin. D'accord. Mais comment le médecin fait-il son diagnostic? Et là, il y a autre chose qui entre en ligne de compte, c'est l'idéologie gestionnaire qui atteint tous les corps de métier comme tous les domaines de nos vies maintenant. Et donc, elle atteint aussi la médecine dans sa pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que les jeunes médecins et les jeunes psychiatres ne prennent plus en compte la personne dans sa globalité, avec son histoire, avec ses particularités, sa personnalité, mais prend en compte tout simplement, comme la médecine de toute façon, générale, uniquement des symptômes. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a plus affaire à un médecin, mais à un gestionnaire qui liste les symptômes et ensuite se réfère soit à un logiciel d'aide à la décision, soit au manuel qui est en vigueur et qui est le manuel de référence. Donc en France, c'est le CIM et aux États-Unis ou ailleurs, c'est le DSM qui est revu évidemment régulièrement, pas forcément chaque année. C'est le manuel des médecins et des médecins psy en général. Alors à quoi il sert ce manuel? Eh bien à l'origine, il servait à catégoriser les troubles et les maladies pour que les médecins s'y retrouvent. Mais ce manuel n'était écrit qu'à titre indicatif, c'est-à-dire que c'était un outil parmi d'autres. Et l'expérience du médecin, sa connaissance du patient, de son passé, de son histoire, sa personnalité, tout ça entré en ligne de compte était beaucoup plus important pour
justement faire un diagnostic. Or maintenant, on est dans une pratique gestionnaire de pratiquement tous les métiers et c'est beaucoup plus ennuyeux parce que là, il s'agit de médecine et que nous ne sommes pas des machines, mais des êtres humains. Et les médecins aussi n'ont pas à fonctionner comme des machines, sinon ils peuvent être remplacés par l'intelligence artificielle. Il suffit de lister les symptômes et entre parenthèses, il faut aussi savoir comment est-ce qu'on peut être sûr du symptôme. Est-ce que c'est uniquement par l'observation ou c'est parce que le patient dit se sentir comme ci et comme ça. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment quand même vraiment très aléatoire. Je dirais même que c'est comme tirer la médecine vers le bas. C'est déshonorer complètement, dénaturer aussi le rôle du médecin. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est de traiter des gens, des patients, et pas des machines ou des objets. Et les médecins ne sont pas non plus des machines. Et donc rien ne peut remplacer le ressenti, le savoir du médecin. Donc le deuxième aspect, vous l'avez compris, c'est cette catégorisation qui peut changer d'année en année. Et c'est vrai qu'on en arrive à des aberrations avec par exemple le comportement non conformiste qui est maintenant catégorisé et considéré donc comme une maladie. Donc il y a cette toute puissance, voyez, de ceux qui décident de ce qui va être écrit dans ces manuels, les DSM ou le CIM, et ces médecins, ces tout jeunes médecins généralement, qui se conforment, qui tout simplement à ce qu'on leur dit de faire et dont la pratique est complètement gestionnaire. Alors il y a un troisième aspect dont je voulais parler, c'est le concept de maladie, qui est sous-entendu en fait dans l'expression conceptuelle de santé mentale, c'est celui de maladie. Qu'est-ce qu'une maladie aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'une maladie mentale? Alors si on considère un petit peu les choses d'un peu plus près, on se rend compte que derrière le concept de maladie mentale, qui est appelé santé mentale, mais en fait c'est ce qu'on veut dire, sans le dire, eh bien il y a tout un tas de choses qui ne sont pas à mettre sur le même plan. Si par exemple vous devenez anxieux parce que vous êtes confiné, ou parce que vous avez peur pour votre emploi et peur de ne plus pouvoir tout simplement vous nourrir demain, ou si vous faites une dépression parce que vous ne pouvez plus voir vos amis, votre famille, etc., eh bien vous êtes quelqu'un de tout à fait normal, mais qui réagit tout à fait normalement à une situation anormale, anxiogène et déprimante. Or, c'est surtout cette situation qui est considérée. Lorsqu'on parle de santé mentale, évidemment, en creux, on parle de maladie mentale, et dans la situation qui nous occupe actuellement, dans cette situation de confinement, c'est bien de ça qu'il s'agit, d'anxiété et de troubles dépressifs, et puis de dépendance. Mais tout ça est complètement réactionnel et dû à la situation et la gestion de cette situation, c'est-à-dire ce que nous ne pouvons plus faire. Eh bien, ces comportements-là, ces phénomènes-là, par le concept de santé mentale, deviennent des maladies. Permettent donc d'étiqueter ces personnes qui se trouvent donc dépressifs, en proie à des troubles anxieux, avec un protocole médicamenteux qui est prescrit et que vous devez prendre. Donc on est bien dans une autoroute où tout est complètement tracé. Et donc une fois que vous avez été étiqueté par exemple dépressif, on va vous étiqueter aussi personne fragile. Ce sont des choses qui sont dans votre dossier médical, et qui sont très certainement données au secret médical du médecin, de la CPM, de la sécurité sociale, mais enfin c'est quand même écrit, vous voyez, à plusieurs endroits. Donc il y a quand même un certain traçage, ce qui permet aussi de faire des statistiques et de savoir combien de personnes
sont traités pour dépression ou pour tel et tel autre symptôme. Alors je parle de ces symptômes parce qu'ils sont réactionnels actuellement, ils explosent actuellement, mais ils sont mis sur le même plan, et c'est ce à quoi je voulais en venir pour ce troisième point, sur le même plan que d'autres maladies mentales, structurelles, et qui sont traitées comme telles, comme par exemple la schizophrénie, la perversion, la pédocriminalité, la démence, mais aussi tous ces troubles qui sont peut-être moins graves, qui ont des enjeux moins importants, mais qui sont quand même des troubles fonctionnels, essentiellement psychiatriques, comme la kleptomanie par exemple, qui relève de la psychiatrie. Or, vous voyez que on met sur le même plan, comme s'il s'agissait des mêmes choses, par ce concept valise, on va dire, de la santé mentale, des personnes qui font une réaction à une situation qui a été provoquée, qui est liée à une situation à grande échelle, qui sont des troubles quand même mineurs, c'est-à-dire qui n'impliquent pas de dangerosité pour les autres, bien qu'il y a quand même une différence entre un pédocriminel ou un psychopathe et quelqu'un qui est en pleine dépression. Puis parce que cette situation est transitoire. La personne qui va faire une dépression parce qu'elle ne voit plus ses proches ou sa famille, eh bien, elle va s'en remettre dès qu'elle les reverra. Donc c'est mettre dans le même panier, traiter de la même manière, mettre sur le même plan des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Or, appeler maladie ou trouble, le traiter comme tel, et du coup étiqueter ces personnes de fragiles, dépressives, anxieuses, en tout cas malades mentales, a des conséquences dans la vie sociale, dans la vie administrative, parce que tout ça est noté dans les dossiers, quand bien même c'est laissé au secret médical, évidemment, de la CPAM, c'est quand même noté. Donc il y a quand même un traçage, et puis il y a des statistiques qui sont faites aussi, qui permettront de dire la santé mentale de tel peuple ou des Français est mauvaise. Alors évidemment, annoncer des choses comme ça a un effet. Alors voyez que maintenant, l'état de votre morale devient une maladie. Alors il y a un autre aspect dans ce concept de santé mentale, c'est celui de l'ambiguïté et de la condescendance. En effet, lorsqu'on parle de santé mentale, comme je vous l'ai dit, c'est en creux, on veut parler en fait de maladie mentale, on pourrait penser qu'il s'agit de bienveillance à notre égard, c'est-à-dire à l'égard de notre santé, et d'une attention particulière pour notre santé. Mais ce n'est pas du tout le cas. Vous savez sans doute que lorsqu'on veut affaiblir quelqu'un, on essaie de miner son moral. Et vous connaissez sans doute aussi cette technique perverse du gaslighting, qui consiste à faire passer pour fou l'autre avec son propre consentement, tout en se faisant passer pour le sauveur, c'est-à-dire de souffler à la fois le chaud et le froid. Alors comment est-ce que ça se passe dans le gaslighting? Mais vous pouvez faire évidemment le parallèle avec ce que nous vivons actuellement. Il y a un climat de peur qui est instauré, un climat même de terreur à certains moments, qui est instauré par diverses manières. Donc qui tiennent de l'opportunisme, c'est-à-dire d'utiliser à bon escient des événements qui arrivent comme ça, qu'on ne peut pas prévoir, et puis une stratégie bien menée. Alors ce climat de peur, il est induit par une déstabilisation émotionnelle, intellectuelle, sociale, à tous les niveaux, financière, qui fait qu'on va se trouver dans un climat d'incertitude et de peur de l'avenir, de peur des autres, en diabolisant les autres, en faisant croire que ce sont des ennemis, ou qu'ils sont contre nous, etc., ou qu'il faut absolument avoir peur. Ça s'appelle par exemple monter les gens les uns contre les autres. Et puis, ce climat de peur, évidemment, il n'est pas identifié comme venant
d'une certaine personne ou d'une certaine catégorie de personnes ou d'un certain système, mais il est diffus, il est partout. Ce qui fait qu'on ne sait plus s'il y a vraiment quelqu'un qui nous inspire de la peur ou une situation. En fait, on en arrive à avoir peur de tout et on ne sait pas d'où elle vient, cette peur. Donc, on en vient à avoir des comportements comme ça irrationnels, ou alors on a tellement peur qu'on va s'en tenir à ce que font les autres et se conformer à ce qui est dit. Un autre moyen aussi d'inspirer de la peur, c'est de rendre instable tout ce qui était sûr jusque-là. C'est-à-dire qu'on ne va plus savoir demain si on doit mettre des masques ou pas, si on doit avoir une attestation ou pas, et comme on aura peur d'avoir une amende, en fait on va être toujours dans la sécurité, parce que les règles changent tout le temps. Une autre façon, ça va être aussi de couper les vivres, que ce soit au niveau alimentaire ou au niveau de l'argent. C'est-à-dire que, par exemple, fermer des magasins ou faire en sorte que beaucoup de personnes, finalement, se trouvent sans travail, ne puissent plus avoir de revenus, ou même aient peur, risquent de ne plus avoir de revenus, ça suffit, la peur est déjà là, eh bien ça crée une insécurité financière, donc tout simplement pour les besoins essentiels. Alors face à ce climat de peur qui peut être induit encore de plein d'autres manières, il y a des effets de surprise, des effets de halo, des conflits qui sont provoqués en agitant des ennemis qui sont construits de toutes pièces, en disant par exemple attention, par exemple l'islam est un grand ennemi, les musulmans veulent commettre des attentats. Alors là par exemple vous avez tout un tas de personnes qui vont se dire on a des ennemis, ce sont les musulmans, alors que justement ce qu'il faudrait c'est s'unir nous tous, mais en provoquant cette peur de l'autre et en l'attisant, parce que c'est carrément attiser la peur et vouloir provoquer les conflits, les agressions, et bien justement, on monte de toutes pièces les gens les uns contre les autres pour provoquer des émeutes, des conflits, des agressions. Alors donc il y a ce climat-là qui est donné à percevoir comme une fatalité, comme quelque chose d'inéluctable à laquelle on ne peut pas couper. Voilà, c'est comme ça, on a peur, etc. Alors que c'est provoqué. Et derrière tout ça, eh bien, il y a ce discours politique très lissé, policé, qui veut se faire apparaître comme raisonnable, comme équilibré. C'est tout à fait la novlangue, hein, le langage du management, du new management, et cette idéologie gestionnaire derrière, où on explique comment on va faire et non pas le pourquoi. C'est-à-dire il n'y a pas du tout de conversation de fond, il n'y a pas du tout de débat de fond. Ceux qui débattent du fond et qui remettent en question sont considérés comme des personnes qui sont non conformes. Et donc vous voyez que la non-conformité maintenant, comme par hasard, depuis quelques années, est considérée comme une maladie. Et ce discours policé, il apparaît comme salvateur, c'est-à-dire ces hommes politiques qui nous parlent sont là pour nous sauver, ils sont là pour prendre soin de notre santé mentale. Et ils apparaissent donc comme les sauveurs. Voilà. Face à cet ennemi qui est soit la maladie, y compris la maladie due aux différents virus, ou alors ce qui est considéré comme de la maladie mentale maintenant, et c'est-à-dire les dépressions, les états anxieux ou la dépendance. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on est bien dans le triangle de Karpman avec en fait les politiques et cette idéologie gestionnaire avec ses pratiques gestionnaires et cette langue complètement inversée nous promet en fait de nous sauver. Ceux qui jouent le rôle d'ennemis pour ces personnes justement qui disent vouloir nous sauver, eh bien c'est la maladie. Alors ça peut être la maladie, le Covid, maladie physique, ses variants,
mais ça peut être aussi ce qui est considéré aussi maintenant comme une maladie, alors que ce n'est qu'une réaction à toutes ces mesures qui ont été prises et qui ne sont pas de notre fait et qui n'est que transitoire, mais elle est considérée comme maladie et on sera catalogué comme, c'est tout ce qui concerne les dépressions, les états anxieux et les dépendances. Et devinez donc dans ce triangle de Cartman qui sont les victimes. Voilà, ce podcast est terminé, j'espère qu'il vous a éclairé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce levé, ça m'encouragera, parce qu'en ces temps difficiles, ce n'est vraiment pas simple de dire la vérité et d'éclairer ce qui est sciemment voulu comme confus. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Prenez soin de vous.